Mesdames, Messieurs, on se retrouve avec notre invité du jour. En effet, Mesdames, Messieurs, le Maroc, comme vous le savez, est un pays arabe et africain jouissant d'une situation particulière au niveau de la géographie. La langue officielle du Maroc est la langue arabe et sa monnaie est le dinar marocain. Il y a peut-être aussi le berbère qui est utilisé au Maroc également comme langue de télévision, etc. Il s'agit d'un point de rencontre au Maroc, un point de rencontre entre la culture, l'histoire et la civilisation orientale et occidentale située aux confins occidentaux de la Méditerranée. Les relations égypto-marocaines étaient toujours solides et l'Égypte se prépare à une visite très prochainement du roi Mohammed VI sur son sol. Pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir au studio Madame Karima Halim, actuellement professeure de français et qui réside en Égypte depuis 2003. Elle occupait plusieurs postes comme membre du Club de la femme africaine, PDG de l'Union de la communauté arabe, membre du comité central du Parti du mouvement populaire et autres. Bonjour Madame Halim. Comment allez-vous ? Bonjour. Vous résidez en Égypte depuis déjà 2003, ça fait donc que vous avez une bonne expérience de l'Égypte. Pouvez-vous nous expliquer les points communs au niveau social et culturel entre l'Égypte et le Maroc, l'Égypte située à l'autre extrémité de l'Afrique du Nord? Oui, bonjour encore une fois. Merci de m'avoir invité pour votre émission. Écoutez, je réside depuis 2003 en Égypte. Je peux sentir vraiment, il faut dire que quand on est dans un autre pays hors que le vôtre, vous vous sentez un petit peu triste, vous vous sentez un petit peu loin de vos parents et tout ça. Jamais je n'ai senti ça en Égypte. On se sent, vous savez, on est deux peuples arabo-musulmans. On a beaucoup de relations, on a beaucoup de choses en commun. Et toujours, j'avais cherché tout ce qui nous unit, tout ce qui était en commun entre le peuple marocain et le peuple égyptien. On est les bienvenus, on ne sent pas qu'on est hors de chez nous. Et depuis 2003, je vis très très bien ici. Dans d'autres pays arabes, vous ressentez un petit peu un sentiment différent que vous êtes hors de chez vous? Écoutez, j'ai toujours senti que les deux peuples arabes les plus proches, ce sont le peuple égyptien et le peuple marocain. Un Égyptien vu au Maroc, il est la bienvenue, on a tendance à lui parler, on a tendance à s'approcher de lui, tout ça, de le connaître. La même chose en Égypte. Je sens que quand on dit qu'on est marocaine, qu'on est marocain, on a vraiment tendance à nous connaître, à parler, à s'approcher, à se connaître. Alors, je crois que les deux peuples les plus proches l'un de l'autre, c'est le peuple, dans le monde arabe, c'est le peuple arabe, le peuple marocain et le peuple égyptien. Est-ce qu'on comprend au Maroc la langue égyptienne? Ah oui, bien sûr, on la comprend, on la parle couramment. Vous allez trouver que toutes les femmes marocaines parlent couramment égyptien. Moi, je suis venue en 2003, je parlais déjà bien égyptien. Vous savez, mais pas le contraire. Mais pas le contraire. Alors là, c'est le problème. Vous voyez, c'est... Les Égyptiennes ne savent pas parler. Oui, non. Vous ne parlez pas, vous ne comprenez pas Nous comprenons des mots. La dialecte, je dirais. Des mots qui ressemblent à l'arabe et d'autres mots qui ressemblent au français. On essaye de constituer une phrase avec, mais sinon c'est un peu difficile, effectivement. J'ai toujours vu, plutôt pas toute seule, on a toujours vu au Maroc parce que nous, on a été éduqués sur les toutes petites, je me rappelle quand j'avais 7 à 8 ans, il fallait que je fasse tout ce que je vais faire pour mes devoirs de l'école pour pouvoir voir le téléfeuilleton égyptien qui était une fois par semaine. Alors, c'est le média en quelque sorte égyptien qui était à un certain moment, c'est-à-dire il envahissait le monde arabe. Les chansons d'Abd Halim, les chansons d'Oum Kulthum, Abd Wahab et tout ça. On a été éduqués sur ce genre de... c'est-à-dire on a grandi, on a poussé en entendant le dialecte égyptien et on l'aimait. On sentait que c'était un peu doux, que c'était une langue d'amour, que voilà. Avant de quitter le volet linguistique, j'ai remarqué qu'il y avait des noms au Maroc, par exemple Gad Elmaleh. Oui. Oui, je le connais. Humoriste actuellement français. Ouais. Est-ce que vous avez le son de Ga au Maroc ou c'est Ja comme dans d'autres pays? Non, mais écoutez, le jim ou le gim? Non, on a le jim parce que la langue arabe, c'est le jim, c'est pas le gim. Comment se fait-il qu'il s'appelle Gad Elmaleh et non pas Jad Elmaleh? Parce que c'est le gay. Je crois que Gad, ça doit être... Pourquoi pas Jad? En principe, ça doit être Jad.
Donc c'est dans son cas particulier. Je crois, mais nous, écoutez, dans la langue arabe, il y a vraiment une idée perçue qu'au Maroc, on parle français, c'est la première langue. C'est catégoriquement faux, oui, bien sûr, c'est une erreur, c'est erroné. On parle l'arabe, on maîtrise la langue arabe trop bien, parce que dans nos écoles, la langue arabe est un professeur, il est vraiment interdit qu'il parle la dialecte marocaine, il doit parler l'arabe classique. Alors, la prononciation des lettres et tout ça, on grandit, c'est-à-dire dans nos écoles, chez nous et tout ça, la prononciation de la langue arabe, elle est correcte. Alors, le Q, le J et tout ça, on le prononce correctement. Je peux poser ma question? Oui, maintenant. D'accord. Alors, comment vous voyez la visite du roi de Maroc, très attendue en Égypte prochainement? Ah oui, on est vraiment, la communauté marocaine en Égypte, on attend vraiment cette visite. Vous savez, à travers l'histoire, il y avait beaucoup de relations et puis de visites. Je crois que depuis Abdel Nasser, Mohamed V, le grand-père de Mohamed VI, que Dieu le glorifie, avait visité l'Égypte. Il y avait des relations, période de Hassan II, que Dieu l'ait dans sa miséricorde, avec Sadat, c'était vraiment des relations bilatérales très fortes et tout ça. De notre époque, bien sûr aussi, mais ce qui fait que c'est la première fois on attend vraiment cette visite pour renforcer. Vous savez, les relations égypto-marocaines, elles ont toujours existé, elles sont fortes. Les deux peuples sont trop proches l'un de l'autre. Il y a quelques petites un point de vue politique de temps en temps, mais ça, en rien cela ne pourrait influencer les relations maroco-égyptiennes. Bien sûr, on attend avec beaucoup de bonheur et de patience la visite de Sa Majesté le Roi. Et voilà, toute la communauté l'attend. Je crois que le peuple égyptien aussi l'attend, hein, parce que vu l'estime qu'a le souverain dans le cœur de tous les peuples arabes, hein. Pas juste les Marocains, je crois. Et puisque vous êtes professeur de langue française maintenant en Égypte, comment vous voyez les enfants égyptiens? Est-ce qu'il y a une grande différence entre l'élève égyptien et l'élève marocain? Je dirais, écoutez, dans mes études dans l'éducation, on nous a toujours appris qu'un enfant, c'est l'entourage qui le fait. Vous voyez, c'est l'entourage où il vit. Je vois que l'enfant égyptien, plutôt l'élève égyptien, je dirais, l'élève égyptien, il est entouré par un intérêt pour tout ce qui est étude, pour t'escuyer sa situation d'apprentissage. Vous savez, quand on met l'élève dans une situation d'apprentissage, on le met vraiment et on doit avoir des résultats de lui. Alors, je vois qu'il est intelligent, je vois qu'il s'intéresse beaucoup à son apprentissage et ça c'est vraiment extraordinaire. Vous savez, on n'a pas de problème dans les écoles, je dirais pas au Maroc, mais je dirais dans d'autres pays européens et tout ça. Surtout que moi j'enseigne pour des adolescents. Vous savez, l'âge adolescent c'est un peu difficile à gérer et tout ça. Non, je vois qu'ils sont trop éduqués, je vois qu'ils sont... Quand il y a un terrain propice pour apprendre, un terrain propice pour donner, l'enfant égyptien, il s'attache beaucoup à son enseignement et son apprentissage. Oui. Bien, on passe à la politique de nouveau. Oui, bien sûr. Comment évaluez-vous l'expérience des partis politiques, de la politique dans le monde arabe? Dans le monde arabe, écoutez, je ne peux pas très bien vous dire, mais je pourrais très bien, parce que vu que j'ai pratiqué la politique en Maroc, j'étais membre du comité central Parti populaire, le MP, un des partis les plus importants au Maroc. Il a été plusieurs fois au pouvoir. Et l'expérience égyptienne, je dirais que chez nous au Maroc, les partis sont un peu forts. On a une diversité de partis qui sont forts et qui influencent plus ou moins la société, et que la jeunesse, la femme et tout ça s'intègre dans ces partis politiques. La culture un peu en Égypte des partis politiques est vraiment... On voit qu'elle est faible et en train de se développer. J'espère qu'elle va se développer, vu qu'il y avait le parti unique avant, et que maintenant, j'espère. Moi, j'incite sincèrement les femmes et les jeunes à s'intégrer dans la vie politique. On peut donner, on peut changer. C'est quelque chose,
C'est un monde de dons, un monde de développement et un monde d'épanouissement, la politique. C'est pas toujours, on vous donne pas tout ce que vous avez avec des fleurs, comme on dit, mais il faut militer pour avoir. Puisqu'on parle de la femme égyptienne, comment vous trouvez la femme égyptienne actuellement et quels sont les points de divergence entre la femme égyptienne et la femme marocaine et quels sont les points en commun? Vous savez, il y a des points communs entre toutes les filles, les femmes dans le monde. Mais vu que j'ai côtoyé la femme égyptienne, que j'ai vécu avec des Égyptiens, j'ai des amis, tout ça, la famille de mon mari, tout ça, des femmes égyptiennes, je vois qu'ils sont militantes aussi. Ils sont militantes, ils travaillent à gauche et à droite pour pouvoir mener leur petite famille en sécurité. Je dirais que la femme marocaine vit une petite différence parce que vu que le Marocain est exigeant. Je crois que moi j'ai vu que l'homme égyptien n'est pas trop exigeant comme l'homme marocain. Le Marocain est trop exigeant, oui. Il est trop exigeant vis-à-vis. Non, ça me... Ah bah oui, vous savez, c'est le trop exigeant. Je pensais que l'homme égyptien c'est le plus exigeant. Ah non, moi je peux faire la différence. Vous savez, je peux faire la différence. J'ai mes frères qui sont mariés, j'ai mon papa, j'ai ma famille bien sûr. Alors je fais un petit peu la différence entre le comportement d'un homme marocain, le comportement d'un homme égyptien et le comportement d'une femme marocaine, le comportement d'une femme égyptienne. Il faut dire que l'égalité entre hommes et femmes, pour la femme marocaine, elle est hors le foyer. Je suis égale à l'homme hors de mon foyer, dans mon travail, dans mes fonctions, là où je suis, mais au sein d'un foyer, non. Au sein d'un foyer, l'homme reste un homme. Chez nous, c'est-à-dire au Maroc, notre culture. Et si c'est plus la femme égyptienne, je crois qu'elle a tendance à être égale avec l'homme, même dans le foyer. On essaye, Patrick. On essaye. Alors, mais nous, on essaie de plus en plus. Vous savez, on a cette culture que il faut jamais se mettre à égalité avec son mari. Surtout avec son mari, il faut garder une certaine limite. Et puis mais au travail, non. Au travail, la femme, elle donne, je crois qu'elle donne beaucoup plus. Oui, il faut dire qu'elle donne beaucoup. Elle est plus fidèle. Vu que la fidélité, c'est une qualité très, tout à fait d'accord. Très féminine. Je suis tout à fait d'accord. Alors voilà, c'est que la fidélité soit une qualité féminine. Que la femme égyptienne travaille beaucoup plus que l'homme. Oui, je la vois, bien sûr. Je n'ai pas essayé. D'accord. mais c'est sûr, vous savez, je vois ces femmes qui courent à tort et à travers, à droite et à gauche pour que les enfants soient à l'école, pour que les enfants font leur sport, pour que. Mais reste que l'homme égyptien n'est pas trop exigeant comme un homme marocain. C'est un peu. C'est ce qui fait que la femme marocaine elle a plus intérêt à donner plus. C'est tout là. Et puisque vous êtes membre du club de la femme africaine, comment vous voyez la femme africaine en général? Je dirais que la femme africaine, en Nord-Afrique, dans le nord de l'Afrique, il est plus ou moins plus développé, plus civilisé, et elle a pu avoir ses droits. Je dirais aussi qu'en Sud-Afrique, peut-être, mais dans l'Afrique en général, la femme souffre beaucoup, elle souffre beaucoup, il a beaucoup de choses, il a encore beaucoup de droits à avoir. D'après tout ce qu'on voit dans les pays du centre de l'Afrique, c'est malheureux, ça fait mal au cœur quand même pour les femmes. Quand ils sont dehors, quand ils vont en Europe ou bien en Amérique, ils arrivent à donner, à aller dans des facultés, avoir des diplômes et tout ça. Mais quand ils restent dans leur pays, c'est la pauvreté, c'est l'ignorance et tout ça. On a beaucoup de choses à faire pour la femme du Centrafrique, beaucoup de choses. Vous pouvez me parler plus de ce club de la femme africaine? Je m'intéresse beaucoup à savoir qu'est-ce que c'est que ce club. Le club de la femme africaine, il est présidé par Dr Amna Fazza, à laquelle je dis bonjour ce matin. C'est une dame vraiment extraordinaire. Elle a essayé de faire ça. Elle est marocaine? Non, elle est soudanaise. Elle est soudanaise, c'est elle qui préside le club. Et elle a essayé de plus en plus de faire un ensemble, c'est-à-dire de traditions, de coutumes de l'Afrique et de mettre ça dans ce club pour pouvoir se connaître. Vous savez, quand on ne se connaît pas,
on peut pas avoir de bonnes relations, on doit se connaître, on doit s'approcher pour pouvoir se connaître. Alors c'est ce qu'il fait le club africain, c'est que à travers ce club, on essaie de connaître les autres pays africains, les traditions, les coutumes, les problèmes et tout ça. Et je vous inviterai, si vous voulez, un jour à une de nos réunions. Oui, ça nous ferait grand plaisir, oui. Bien sûr, oui. Bien, dans un mois jour pour jour, ça sera le début du mois de Ramadan. Ouais. Quelles sont les coutumes marocaines pendant ce mois sacré et en quoi diffèrent-elles de celles de l'Égypte? Vous avez vécu en Égypte aussi. Oui, bien sûr. Premièrement, la première des choses au Maroc, c'est que la femme marocaine, elle se prépare au Ramadan avec les tenues marocaines. Vous savez, les djellabas, moi j'ai voulu mettre aujourd'hui une tenue marocaine parce que nous, on garde toujours ça. On est trop fiers de notre tenue. Alors, c'est la préparation des tenues marocaines parce que vous savez, même les femmes qui ne portent pas de foulard, même les femmes qui s'habillent en jean et tout ça, pendant le Ramadan, non, c'est le djellaba marocain avec un petit foulard pour le respect de ce mois. Il y a le côté alimentation, il y a le côté, on a des traditions, on a des... Les mêmes qu'ici. Il y a la kunafa, les ataïef. Non, on a d'autres choses. On a d'autres choses. La cuisine marocaine. Passons à la cuisine. Oui, bien sûr, je vous dirai tout de suite sur la cuisine marocaine. On a une soupe qui s'appelle harira. J'adore. Ouais, vous l'avez goûtée? Oui, plusieurs fois. Ça va de piment, par hasard? Non. Ça s'appelle harira. C'est un métis, je vous dirais, c'est un métis de protéines, de glucides, de vitamines, de beaucoup de choses pour pouvoir. C'est vraiment riche et ça peut être comme un aliment unique. C'est très bon. Oui, c'est très très bon, oui. Et puis, c'est un peu léger chez nous, pour rompre le jeûne, c'est un peu léger, c'est des jus, c'est des genre de galettes, c'est surtout la soupe et tout ça. Et puis, après la prière, tarawih, c'est là où on commence à manger, c'est-à-dire vraiment les plats à viande, plats de résistance, salade et tout ça. C'est-à-dire, c'est un peu léger. Les cultes, bien sûr, les mosquées sont pleines. Vraiment pleine pendant le Ramadan. Vous sentez, avant le Ramadan de 2-3 semaines, vous sentez cette odeur dans les rues marocaines et dans les grands boulevards même marocains de préparation de tout ce qui est plat marocain consistant le Ramadan. Il y a aussi zmeta, c'est quelque chose où il y a vraiment des noix, exactement, zmeta, vous connaissez vous? Oui. C'est trop bon et puis c'est fortifiant. Voilà, yeshbakia, c'est un genre je dirais de dessert marocain. Très spécial, avec une odeur très spéciale, miel. Il y a beaucoup, vous savez, la cuisine marocaine, elle est riche, vous le savez, mais nous, pour rompre le jeûne, on ne mange pas beaucoup, c'est-à-dire on ne va pas tout de suite pour pouvoir faire, c'est-à-dire, d'ailleurs, il y a sunna, le prophète, alayhi salam, toujours, il avait commencé par des choses légères et après la prière, on va pour bien manger des plats qui sont de consistance, exactement. Vous avez la lanterne du Ramadan, le fanous? J'ai beaucoup aimé cette tradition. Non, on l'a pas. Tradition fatimide, mais je crois que le Maroc était fatimide. Oui, bien sûr, elle était fatimide, mais non, on l'a pas. Non, on l'a pas. Non, on l'a pas. Mais j'ai beaucoup aimé ça en Égypte. Chaque fois que je dois voyager faire les environs du Ramadan, je ramène des fawanis à ma famille. On a plutôt, non, vous savez, nous, le Ramadan, ça concerne beaucoup la religion. C'est beaucoup plus religion, c'est beaucoup plus que... C'est pas les feux autant télévisés. Non, je crois que c'est pas ça. C'est beaucoup plus le courant, c'est beaucoup plus les mosquées, c'est beaucoup plus... Vous sentez le Ramadan quand vous êtes... Il y a un autre truc qui est les restaurants. Vous savez, nous au Maroc, on mange pas dehors pendant le Ramadan.
C'est vraiment rare. Vous trouvez ça dans les villes où il y a vraiment des fonctionnaires célibataires qui se permettent d'aller manger dehors. Mais les restaurants, vous savez, quand quelqu'un a envie de faire une rénovation, quelque chose de spécial dans son restaurant, il profite du Ramadan pour faire ça. Les restaurants ferment et puis on a tendance à rester chez soi, à être en famille, tout ça. Bien, une question encore? Ça vous tente de passer le Maroc à un Ramadan au Maroc, peut-être? Oui, ça me tente beaucoup. Oui, j'ai beaucoup d'amis marocains, ils m'invitent tout le temps. Ouais. Peut-être un jour. Vous serez la bienvenue, sûrement. Sûrement, vous serez la bienvenue. Vous allez être vraiment la bienvenue. Dès qu'on entendra que vous êtes égyptienne, on vous demandera de parler. Pour entendre. Oui. On demandera d'entamer une conversation avec vous pour pouvoir entendre comment vous parlez en égyptien. Alors, Madame Karima Halim, vous étiez la bienvenue avec nous aujourd'hui. Merci. Merci Patrick d'être avec nous. Merci Madame Halim, merci Yara. Merci à toute l'équipe d'aujourd'hui et excellent week-end à toutes et à tous. Et préparez-vous bien au mois de Ramadan. Ouais. Merci mesdames et messieurs et à la prochaine.